En résumé, les différentes étapes, c'est effectivement un accueil téléphonique pour démarrer, qui va permettre de savoir oui ou non, on pourrait les prendre en charge ou pas. Ensuite, un rendez-vous chez le juriste pour qu'il soit au courant des aspects juridiques. Et puis, chez nous, rendez-vous chez la psychologue, chez la gynécologue. Et là, il y a plusieurs rendez-vous. Et puis, discussion du dossier en réunion et acceptation, refus ou mise en suspens du dossier. La toute première partie, c'est, je dirais, l'accueil téléphonique, puisque entre le moment où les gens demandent et le moment où ils viennent nous voir, je veux dire, il y a d'abord toute une série de demandes qui tombent, parce que il y a des demandes qui ne rentrent pas du tout dans le cadre de ce qu'on fait. Par exemple, un couple où madame n'aurait pas d'ovaire, ne va pas pouvoir être pris en charge chez nous parce qu'il faudrait en plus un don d'ovocytes. Et ça, on ne combine pas les deux approches actuellement à Saint-Pierre. On explique toujours qu'on fait une gestation pour autrui qui est parfois appelée de haute technologie, c'est-à-dire que c'est de la fécondation in vitro. Donc le couple intentionnel, on va prélever les ovocytes chez madame, le sperme chez monsieur, obtenir un embryon au laboratoire et transférer un embryon dans l'utérus de la mère porteuse. Donc la loi en Belgique autorise la fécondation in vitro jusqu'à 45 ans, mais la rembourse jusqu'à 43 ans. Tout ça pour des raisons d'efficacité. Et donc aller lancer une procédure de gestation pour autrui, qui est une lourde procédure, pour des taux de succès en dessous de 5%, voilà, ça pose tout de même très fort question. Donc nous, on met cette limite à 43 ans pour donc le couple intentionnel. Il faut que le couple intentionnel ait une mère porteuse. Et donc, parce que là aussi, dans les demandes, beaucoup de gens n'ont pas de mère porteuse, et donc imaginent qu'on va leur fournir une mère porteuse. Et puis, évidemment, il faut aussi qu'il y ait une indication de gestation pour autrui qui soit correcte, parce que c'est vrai que parfois les gens croient « Ah ben on a fait 3 fécondations in vitro, ça n'a pas fonctionné, sûrement qu'avec une mère porteuse ça va fonctionner ». Non, donc on explique les indications, donc il faut qu'il n'y ait pas d'utérus ou un utérus qui ne puisse pas accueillir une grossesse ou une maladie qui empêche une grossesse parce que ça mettrait la vie de la mère ou de l'enfant en danger, ou alors des échecs répétés de fécondation in vitro, mais quand on parle de répétés, c'est vraiment que la GPA vient vraiment tout à la fin des possibilités. Et puis avant de les rencontrer, je demande qu'ils voient la juriste. Parce que cette étape est primordiale puisque la situation est très particulière, que ce soit pour les Belges parce qu'il n'y a pas de loi. Et donc la loi, c'est tout de même que la mère porteuse sera la mère légale de l'enfant. Donc il faut leur expliquer comment ils vont pouvoir devenir les parents légaux de leur enfant. Et puis quand c'est des couples français, parce que c'est illégal en France. Donc ce passage chez la juriste est indispensable avant de nous rencontrer parce qu'il fait qu'un certain nombre de couples abandonnent la procédure devant la lourdeur et les risques juridiques. Et puis quand ils ont passé donc, ces différents stades, alors on les rencontre une première fois. On a pris un rendez-vous là-bas, tous les 4, donc moi, mon mari, ma sœur et son mari. Là vraiment j'ai vu que c'était sérieux parce que vraiment elle nous a bien précisé notre dossier allait passer dans une commission, on ne pouvait pas prétendre à une GPA par pur confort. Donc on rentre chez soi et on attend. Dans les 2 mois qui ont suivi, on reçoit un mail nous donnant le feu vert et nous disant de reprendre rendez-vous avec l'équipe pour nous expliquer la procédure. On a fait un premier essai, donc on est parti en Belgique, d'abord dans un premier temps moi et mon mari, pour faire donc le prélèvement d'ovocytes. Donc mon mari a donné ses échantillons également. C'est assez stressant parce que pendant le prélèvement d'ovocytes, ils comptent le nombre d'ovocytes qu'ils arrivent à prendre. Donc ils ont 1, 2, donc on espère qu'il y en aura le maximum pour multiplier nos chances. Et donc le lendemain, on attend le coup de téléphone pour savoir combien d'embryons, s'il y en a 0, 1, 2, 3. Et donc moi, je n'ai pas pu répondre au téléphone le lendemain, c'est mon mari, parce que j'étais beaucoup trop stressée. Et donc là, on nous a dit qu'il y avait 4 embryons. Donc on était contents et de suite j'ai appelé ma soeur, puis j'ai pris ses billets pour qu'elle vienne nous rejoindre à Bruxelles. Dès le lendemain ensuite, on a fait le transfert d'un embryon pour le premier essai à ma soeur. Et alors après, le bébé, ça dépend si ça fonctionne ou pas. La fécondation in vitro, en moyenne, c'est 30% de taux de succès. Et donc, ça peut fonctionner du premier coup, ça peut fonctionner au bout de plusieurs essais et ça peut ne jamais fonctionner. Il faut savoir que c'est des couples qui en moyenne font 2 traitements, mais qui s'acharnent assez peu, puisque ça implique tout de même de mobiliser 2 couples. Donc c'est relativement lourd et ça veut dire que quand ça ne fonctionne pas, c'est une déception pour 2 couples, 2 familles aussi. Et donc c'est vrai que c'est rare qu'ils s'acharnent très fort dans les traitements. Donc le mois d'après, on a vite compris que c'était un échec et on a refait un transfert
de 2 embryons, puisqu'au deuxième essai, on a droit à faire un transfert de 2 embryons pour multiplier les chances. Et là, on a vite su que c'était positif. On était contents, mais on ne s'est pas de suite enchanté. On attendait les 3 mois fatidiques pour voir si ça avait bien marché.